Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de débat de presse. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité à travers votre émission Débat de presse. Débat de presse, c'est l'actualité vue par les journalistes qui traitent l'actualité au quotidien à travers des analyses, des décryptages et des commentaires. Alors pour ce dimanche, 5 ou 6 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, du non-lieu prononcé dans l'affaire Sim Faso et donc de l'acquittement de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoé dans cette affaire. Nous parlerons de la suspension à titre conservatoire du recrutement et de la formation des 85 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous dirons un mot sur l'inauguration de la stèle en mémoire des victimes du crash du vol AH5017 d'Air Algérie. Et en page internationale, nous parlerons de l'élection présidentielle au Mali. Et si le temps nous le permet, nous dirons un mot de l'affaire Benalla qui secoue la France depuis le début de la semaine. Et pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de confrères de la presse, nationale. Il s'agit donc de Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour Sayon. Nous avons avec nous Gabriel Koundjoro Kambou de Afrique Femme TV. Bonjour. Bonjour. Yacinthe Sanou est avec nous, Omega FM. Bonjour. Bonjour Sayon. Et Abdoulaye Tao de l'Économiste du Faso. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est tenue à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. C'était du 23 au 27 juillet. Le 7e TAC s'est achevé par la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. 4 accords de coopération ont été signés pour renforcer donc les liens entre les deux pays, mais les grands projets du traité d'amitié et de coopération, on les connaît. Donc c'est la réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. C'est la coopération énergétique avec la fourniture d'électricité au Burkina Faso via l'interconnexion. Le TAC, c'est depuis 2008 que donc, cette coopération en tout cas a commencé sous cette forme. Alors il y a eu bien sûr une suspension entre-temps, mais cette édition après, est-ce que, chers confrères, vous avez le sentiment que les lignes bougent vraiment sur le terrain dans cette coopération entre ces deux pays? Tao. Bon, que les lignes bougent, il y a des choses qui se font. Donc, il faut encourager. Maintenant, je pense que dans le cadre de la coopération entre les deux pays, il y a beaucoup de choses qui sont en jachère. C'est vrai, il y a Tambao, comme vous avez dit, ça n'avance pas comme on souhaite. Parce qu'il faut déjà régler, comment on appelle ça, Ouaga-Abidjan. Et la réhabilitation, le dossier qui devait passer à l'Assemblée nationale sur toute la concession n'est pas encore déposé. Vous savez que les Chinois sont là. Ça va modifier la cartographie de la construction des chemins de fer en Afrique, parce qu'on va avoir en face Bolloré, et tout le groupe Bolloré qui est dans le chemin de fer, et les Chinois. On ne sait pas comment nos États vont gérer ça. Le Burkina, c'est plus ou moins rangé du côté des Chinois. On ne sait pas si l'axe Ouaga-Abidjan, on pourra le faire. Donc il y a un travail de coordination qui va se faire et qui mérite d'être soutenu, suivi, parce que vous savez que les régimes passent, mais je pense qu'ils ont le devoir de tracer une vision qui est d'abord nationale, assumée par tout le monde, et aussi, j'allais dire, bilatérale entre les deux pays pour que le projet aille effectivement jusqu'au bout, pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est des... En fait, on organise des rencontres pour meubler un peu. Oui, justement. D'accord, oui. Kambou, quel est votre point de vue sur cette coopération? Est-ce que vous avez le sentiment, comme je le disais, que les lignes bougent sur le terrain en matière, en tout cas, de réalisation de certains projets?
Bon, je dirais que les lignes bougent à la manière africaine, à pas de tortue. Nous avons beaucoup de projets, mais quand on voit, en tout cas beaucoup de choses se font. Mais quand on voit les résultats avec le temps qu'on a pris, quand même, il y a de la lenteur. C'est déjà apprécié le fait que les gens se parlent. Ça, c'est déjà une bonne initiative parce que je dis souvent que le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a des choses que nous devons communiquer davantage là-dessus par rapport à nos relations. Parce que nous avons souvent l'impression que pour la partie burkinabé, beaucoup de gens pensent que nous avons notre doigt dans la bouche de la Côte d'Ivoire et que c'est à nous de draguer la Côte d'Ivoire à la limite, de tout faire pour que, parce que je prends le cas du courant, le courant ne nous est pas donné, le courant est exporté et tout ce qui est exporté se vend. Donc ce n'est pas du donné, ce n'est pas du cadeau que la Côte d'Ivoire nous fait. On a vu dans les chiffres, le Burkina est le 4e investisseur en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du donné. Donc c'est quelque chose d'important même pour la Côte d'Ivoire. Donc aussi bien le Burkina que la Côte d'Ivoire, ces deux pays ont intérêt à ce genre d'accord de coopération pour que les choses puissent avancer. Donc nous nous tenons aussi bien par les affaires que par les peuples et par l'histoire. Donc il est important que nous puissions accorder du crédit, de l'importance à ce genre de relations, encourager à ce que nous puissions développer des relations saines et qui puissent participer au développement du pays. Mais les choses n'avancent pas beaucoup parce que quand vous prenez pour le cas du courant, depuis 2010, on nous avait dit que la Côte d'Ivoire devait nous donner 83 mégawatts pour Ouagadougou et 30 pour Bobo. On est toujours à la négociation pour qu'on atteigne même 90. Pourtant, si nous associons 84, c'est d'ailleurs mon voisin de gauche qui avait fait le reportage à l'époque, en 2010, en février 2010, nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018. Bon, donc on voit qu'on négocie même pour atteindre 90. Pourtant, on devait dépasser 90. Donc, sincèrement, à ce niveau, ça n'avance pas. Quand je prends aussi le chemin de fer et l'autoroute Abidjan-Ouaga, bon, franchement, on ne voit rien. Pour la partie burkinabé, en tout cas, ils disent que les études sont faites. Nous, pour nous citoyens, quand on dit les études sont faites, nous, on n'a rien vu d'abord. C'est quand on va voir les machines et le travail commencer que nous allons dire maintenant, le travail a commencé. Mais pour le moment, nous disons que les choses n'avancent pas, en tout cas, selon le rythme que nous souhaitons. Donc, il faut vraiment que les différents gouvernements puissent travailler à donner du punch. D'accord, on a compris votre position. En tout cas, lors de cette cérémonie, de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a fait savoir que sur ce plan, concernant l'autoroute, il y a des efforts qui sont faits côté ivoirien parce qu'il y a la section Yamoussoukro Thié-Bissou qui est en chantier actuellement et le financement est acquis donc, pour le tronçon Yamoussoukro-Bouaké. Alors, Bama, qu'est-ce que vous pensez donc de ce TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Déjà, je voulais un peu revenir sur ce que Tao venait de dire, à savoir que le Burkina aurait choisi le camp de la Chine. Moi, je ne suis pas très sûr parce que quand on sait celui que la Chine a en face, notamment Bolloré, c'est quand même la France. Est-ce que le Burkina peut tourner le dos à la France facilement comme ça? Je n'en suis pas très sûr, mais attendons de voir. Maintenant, pour revenir à ta question, finalement, moi, ce que j'ai comme sentiment par rapport à ce TAC-là, c'est que plus les années passent, plus cette belle initiative tend à perdre en saveur. On a l'impression que c'est toujours un répétito des chefs d'État et de la délégation qui se retrouvent à Yamoussoukro ou à Ouagadougou pour boire du bon vin et se retourner pour se retrouver encore l'année suivante. Et puis bon, et comme les uns les autres l'ont déjà dit, sur le terrain concrètement, on ne voit encore rien de significatif venir. Et c'est là où c'est dommage. Parce que ce genre de choses ne peuvent mieux s'apprécier qu'à travers ce que ça apporte concrètement aux gens, aux populations surtout. Parce que ne perdons pas de vue la philosophie même de la chose à son origine. Le TAC à son origine, le contexte dans lequel ça a été inventé par les deux présidents, Compaoré et Gbagbo, dans un contexte de crise en Côte d'Ivoire, c'était surtout de rapprocher les deux peuples.
Mais sur ce front-là, quand moi je regarde, regardez toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés de l'Ivoire se marchaient toujours sous fond de crise foncière et tout ça. Regardez toujours sur le terrain. Je me demande s'il y a une sincérité entre les deux pays, surtout au niveau des deux gouvernements, quant à ce qui se passe réellement. Les contentieux sont toujours là. On est aujourd'hui en train de gérer le coup d'État de 2015. On sait ce que la Côte d'Ivoire jouait comme rôle dedans. Le coup d'État continue de révéler ses secrets. Est-ce que les gens se disent la vérité? Le chef d'État-major particulier du président Ouattara a été saisi dans cette affaire pour avoir financé ce coup d'État. Qu'est-ce qu'on en dit? Rien. Alors on se retrouve, on ferme les yeux sur tous ces gros contentieux-là, on rit, on se tapote, et puis bon, on boit le bon vin, puis on continue. Moi, je dis que c'est d'accord. Non, mais il y a des accords, par exemple. Mais ces accords-là, chaque année, on nous dit que des accords sont signés. Alors, les accords qui ont été signés l'année dernière, est-ce qu'on a fait un bilan? Qu'est-ce qu'on en est? On a signé combien d'accords l'année dernière? Je ne me rappelle plus du chiffre, mais il y a des accords qui ont été signés. Mais cette année, est-ce qu'on en a parlé encore? On nous dit qu'on en a signé encore cette année. L'année prochaine, on va signer encore. Ça ne veut pas de signer des accords si ça ne peut pas se mettre en œuvre. D'accord, on va voir si votre point de vue est partagé par Yacinthe Sanou. Alors, sur le point des attentes, c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on a un peu de réticence à louer vraiment ce traité, mais je pense que la pertinence de ce sommet n'est plus à démontrer. On a les uns et les autres ont démontré l'histoire et la géographie qu'il y a entre les deux peuples. Il y a nécessité en tout cas de ce genre de cadre-là pour permettre de se rencontrer. Mais là où ça n'a pas réussi et ça a été relevé, c'est sur le plan des peuples. Bien sûr que deux présidents se rencontrent 2 jours, puis ça permet de tisser les liens, ça permet d'évoquer à huis clos certainement certains dossiers qu'on ne peut pas révéler à certaines personnes, mais je pense que ça permet de régler certains différends entre les deux pays. Maintenant, il faut travailler aussi à ce qui est ce rapprochement-là au niveau public. Cette année, on a eu l'innovation du Forum des hommes d'affaires. On espère qu'il y aura un rapprochement donc, à ce niveau économique-là. Déjà, on parle de 300 milliards d'échanges commerciaux entre les deux pays. Donc, j'espère qu'il y aura un rapprochement à ce niveau, mais il faut aussi travailler, avoir plus de cadres formels. Et puis, je pense que le prétexte du TAC peut servir à cela, à réunir ces deux peuples-là sur déjà ce qui les distingue, ce qui les met en conflit, notamment le foncier du côté ivoirien. Il y a aussi la question du Mont Peko. Du Mont Peko qui a été évoqué justement au cours donc, de cette rencontre. Et je me demande pourquoi, depuis lors qu'on tient le TAC, aucune délégation officielle du TAC ne s'est rendue au Mont Peko en marge du sommet. Donc je pense qu'il faut impliquer directement ces populations-là pour régler définitivement le problème, plutôt que de rester à négocier. Bien sûr, diplomatiquement, c'est un dossier assez délicat. Donc je pense qu'il faut réellement une implication des populations des deux pays en marge de sommet pour permettre vraiment d'avoir ce lien ombilical. On le sait très bien si Ouagadougou s'enrhume, c'est bien sûr Abidjan qui éternue et vice-versa. Donc il faut forcément que les deux peuples soient vraiment des frères. D'accord. Réaction, oui, Tao. Par rapport au problème foncier, je sais qu'après le régime Gbagbo, Alassane a essayé de prendre un certain nombre de textes pour essayer d'apaiser, de réguler un peu la gestion du foncier. Mais jusqu'aujourd'hui, le problème demeure. Et je crois que le problème emblématique, c'est l'affaire du Mont Peko. Effectivement, les deux chefs d'État ou les deux gouvernements devraient pouvoir gérer ces problèmes-là, de telle sorte que ce soit un exemple. Parce que le foncier, tout le monde sait l'intérêt du foncier en Côte d'Ivoire, l'intérêt du foncier pour les Burkinabés, parce qu'aujourd'hui, avec l'histoire, il y a des binationaux, il y a des gens qui ne vont jamais revenir ici, ils sont à cheval en deux pays, ils ont des intérêts là-bas. Je crois que diplomatiquement et politiquement, ça c'est une question de première ligne qu'il faut repasser, ça pose le fondement même de l'intégration. Parce qu'on dit qu'on est dans une zone intégrée où moi, en tant que journaliste, je peux m'installer en Côte d'Ivoire et travailler comme Burkinabé. Est-ce que vous voyez, ouvrir même éventuellement un organe de presse parce qu'il y a l'union qui le permet. Donc il faut qu'au-delà, concrètement, c'est ça, ceux qui vivent au jour le jour, qui font l'économie du pays, il faut que ces gens-là soient d'une certaine façon sécurisés. Sinon on ne peut pas produire sur des incertitudes. Toujours sur la même ligne là. Regardez un peu entre les deux pays. Essayez un jour d'aller à Abidjan avec une voiture immatriculée burkinabé. Vous allez voir quelle misère on va vous causer sur la route. Pourtant, on nous dit qu'on est des pays frères, on est intégrés, on est dans une intégration. À la frontière, déjà, on vous demande de payer 20 000 francs. Sur quelle base légale? Pas du tout, il n'y en a pas. Vous allez en Côte d'Ivoire, moi je me suis renseigné une fois,
Les tests de la Côte d'Ivoire ne prévoient même pas ça. Mais les douaniers ivoiriens vous exigent systématiquement de payer 20 000 francs pour franchir la frontière avec votre voiture burkinabé. Dans le sens inverse, c'est 5 000 francs qu'on vous réclame. Alors, quand vous voyagez dans les cars, quand vous arrivez à la frontière ivoirienne, on vous descend systématiquement, on vous fait rentrer dans un petit couloir, 1 000 francs systématiquement. Dans le sens inverse, c'est la même chose exactement que nos policiers, nos gendarmes font aux populations quand ils traversent. C'est quelle intégration ça? Alors, on laisse tous ces problèmes concrets-là, qui auraient pu faire avancer cette intégration. On se retrouve chaque fois, on boit le bon vin, et puis on avance. Oui. Je pense sincèrement que c'est sur ces sujets-là qu'il faut miser. Parce que c'est ce qui touche directement nos populations. Vous voyez, quand nos autorités voyagent là, ils ne prennent pas les cars pour aller en Côte d'Ivoire. Ils ne vont même pas avec leur voiture, c'est par avion. Donc, ils ne subissent pas ces contrôles et ces raquettes que vivent nos populations chaque jour. Et depuis que nos parents vont et viennent de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elles vivent. Donc, ces populations-là continuent de subir, pendant que nous avons dit, bon, effectivement, nous sommes mais je pense même que le grand frère Tao l'a dit, Alassane a essayé de prendre des textes, mais je pense qu'il a d'ailleurs davantage serré les choses. Ah oui, parce qu'il a durci les choses pour les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et il faut se rappeler que, moi je dis toujours, les Burkinabés ont payé un lourd tribut en Côte d'Ivoire à cause du nom d'Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est avec lui que nous avons toujours eu des difficultés. Avec la carte de séjour. C'était lui qui avait instauré la carte de séjour, qui a causé autant de problèmes pour nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Bon, il arrive encore, il dit, bon, dans les textes, les nouveaux textes ont été votés, bon, il faut forcément être ivoirien pour pouvoir acheter la terre en Côte d'Ivoire, en sachant que nous avons la plupart de ceux qui travaillent la terre en Côte d'Ivoire, c'est des Burkinabés. Donc, les facilités que nos parents avaient hier, ils n'ont plus vraiment ces facilités aujourd'hui. Donc, c'est des questions qu'il faut traiter avec tact, comme l'indique même déjà leur traité, et faire en sorte que les choses puissent évoluer. Sincèrement, pour ce qui concerne les tracasseries sur la route, on ne peut pas souvent, de façon comme un saupoudrage, quand on dénonce des gens on filme des policiers ou des gendarmes ou des douaniers qui ont fait des raquettes, on les relève et puis la chose continue. Non, sur toutes les frontières, que ce soit entre le Mali et le Burkina, que ce soit entre le Burkina et les autres pays, il y a ces raquettes systématiques. Chaque fois on vous descend, les journalistes en ont parlé, mais rien ne se fait. Donc il faut quand même qu'on puisse adresser ces problèmes. Votre position, il faut, oui, très rapidement. Le TAC, comme Yacine l'a dit, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Pertinent pourquoi? Pour même toute la sous-région. Parce que voilà deux pays qui, en apparence, sont les leaders de l'UEMOA. Le Burkina, malgré toute la crise qu'il a traversée, reste un exemple de stabilité. Malgré tout, la Côte d'Ivoire, moteur économique, ces deux-là peuvent, à travers une coopération exemplaire, influencer tout le processus. Est-ce que vous voyez? Mais s'ils n'arrivent pas à le faire sur des sujets sensibles qui les intéressent eux directement, comment on peut élargir ça à 8 nationalités? Ça va être difficile, les tracasseries. Si aujourd'hui, au niveau des tracasseries, on dit, mais un Burkinabé en Côte d'Ivoire ou un Ivoirien au Burkina, mais on ne sent même pas la différence. Les Maliens vont chercher à copier. Les Béninois. Donc il faut que nous prenions conscience qu'on a un outil entre les mains qu'on peut développer et qu'on peut structurer pour que ça serve à toute la communauté. D'accord. Alors on espère bien que vos messages seront entendus en tout cas par qui de droit. Yacine a parlé donc tout à l'heure de ce forum des hommes d'affaires qui s'est tenu à Yamoussoukro à la faveur donc de cet acte. On se rappelle qu'en avril 2017, au Burkina Faso, ici, le monde économique en tout cas avait été secoué par cette affaire qui avait fait grand bruit. L'homme d'affaires Inoussa Kanazoué, PDG du groupe Canisa, avait été arrêté dans les locaux de son entreprise par la gendarmerie. Une arrestation musclée. Le motif de l'interpellation de l'homme avait été précisé quelques jours plus tard par le procureur du Faso. Il était accusé de faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, blanchiment de capitaux, fraude fiscale, tromperie de consommateurs et
usage frauduleux de numéro UFI. Inoussa Kanazoué et 5 de ses collaborateurs avaient été écroués à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Aujourd'hui, alors l'homme d'affaires a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Est-ce que vous avez été surpris par le dénouement de cette affaire? Kambou. Je pense que la justice a blanchi l'homme d'affaires, mais cela ne veut pas dire qu'il est blanc. C'est la justice qui l'a blanchi. Et je pense que dans cette affaire, il faut rester toujours serein. Ce n'est pas parce que la justice a blanchi quelqu'un que la personne est blanche. Moi, je reste convaincu que si nous avons eu cette fumée-là, c'est qu'il y a eu du feu. Mais nous sommes dans le monde des affaires. On sait ce que représente le monsieur sur le plan économique dans notre pays. Donc, il y a des arrangements qui se font. Ça, il faut oser le dire. Que pour, comme ils aiment à le dire, un règlement diplomatique qui se fait des choses. Donc, je ne dis pas qu'il est coupable, mais je dis que ce n'est pas parce qu'il a été blanchi qu'il est forcément blanc. Donc, nous sommes en matière de justice et c'est souvent la force des arguments des avocats qui déterminent l'issue d'une situation de procès. Donc, pour moi, je reste toujours sur ma soif par rapport à cette affaire. La vérité n'a pas été dite. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on arrivera donc à démêler l'ivraie de la bonne graine. D'accord. Alors, avec cette conférence de presse du procureur du Faso en son temps, on se demande, est-ce que finalement la justice avait engagé le processus sur des arguments ou des preuves qui finalement n'étaient pas crédibles? Moi, je pense que souvent, il faut... on va dire que c'est la justice qui est victime de la justice. Parce que l'action a été mise en branle par le procureur. Ils ont j'allais dire, les techniciens de droit qu'il faut, ils ont les officiers, la gendarmerie, et ça. Tous ces gens-là sont formés pour mener une procédure. Et en l'espèce ici, ils interviennent après que nos confrères de l'économiste, pardon, du reporter, du courrier, oui, ont largement versé des pièces même du dossier sur la place publique. Oui. Donc ils interviennent après coup, donnant l'impression de confirmer le lièvre que les journaux et les médias ont levé. Aujourd'hui, on se retrouve avec un non-lieu. Moi, je respecte la décision de la justice. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que est-ce que nos gens, aujourd'hui, la justice, moi ça me gêne toujours de critiquer la justice, est-ce qu'ils ont mené cette procédure-là de façon sérieuse et transparente? Parce que ça pose un problème. Maintenant, il peut y avoir des erreurs qui profitent à l'accusé, mais au stade où on en était, pour qu'on arrive à un non-lieu total sur la personne du prévenu, bon, l'opinion a le droit quand même de se poser un certain nombre de questions. Oui. On se rappelle aussi qu'en son temps, l'officier de gendarmerie qui était chargé de l'enquête avait même dit qu'il a été approché pour être corrompu par des acteurs du monde économique. Il avait même dit que les propositions avaient dépassé le cap du milliard. Oui, en apprenant cette nouvelle, moi, c'est la première image qui m'est revenue à l'esprit, celle du capitaine Yumanda Lompo, oui, qui avait dit à l'époque qu'il a failli être multimilliardaire s'il avait accepté les propositions, et aussi la procureure Maïsa Sérémé qui avait affirmé que la justice ne subirait pas de pression, ne céderait pas aux pressions. Aujourd'hui, cette décision, maintenant qu'elle est prise, je pense qu'elle remet en cause tout ce qu'il y a comme critique, elle remet au goût du jour tout ce qu'il y a comme critique contre notre justice. De plus en plus dans l'opinion, en tout cas, on est fondé de penser qu'on a une justice de riches. Cette décision n'arrange pas les choses, parce que qu'elle soit juste ou pas, elle alimente avec tout ce qu'on a développé ce sentiment-là, la suspicion autour de cet appareil judiciaire. Aujourd'hui, les magistrats ont acquis un certain nombre d'avantages. Ils sont parmi les mieux payés en tout cas. On espère une certaine indépendance. Malheureusement, avec ce genre de sortie, ce genre de finalité de certains dossiers, on est enclin à se demander si réellement ils ont atteint ce niveau d'indépendance-là. Et moi, je suis d'autant plus peiné que ça ne fait que vraiment faire le lit de tout ce qui est comme opinion, en tout cas,
défavorable par rapport à la justice burkinabé. Oui, surtout que, en tout cas, les éléments qui militent en faveur donc, de ce non-lieu n'ont pas été clairement publiés. Oui, voilà. Bama. Justement, c'est là où moi je voulais intervenir. Et c'est là où aussi je pense que peut-être qu'il ne faut pas qu'on aille trop vite en besogne. Attendons Dame Sérémé, moi je l'attends. Il faut qu'elle vienne nous dire, tout comme au départ, pourquoi c'est comme ça. Parce que ce serait trop facile de ne rien dire. Il faut qu'elle vienne nous dire pourquoi il y a ce non-lieu-là. Parce qu'au départ, elle a été très prolixe. La Union conférence des nous a dit toutes sortes de choses. Et on attendait. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un non-lieu. On ne peut pas prendre ça comme ça et s'asseoir pour regarder. Comment qu'on nous respecte un peu quand même. Oui, justement. Il faut qu'elle revienne encore sur ce même plateau où elle a animé la conférence de presse pour nous dire que voilà le non-lieu là, voilà les raisons. Et si ça tient aussi, bon, le monsieur, on va l'accompagner dans ses affaires. Mais si c'est pour nous dire qu'il y a un non-lieu et puis on n'a qu'à prendre ça comme ça et s'asseoir pour regarder, moi je dis non, ça ne peut pas marcher. Oui, Tao voudrait réagir. Bon, effectivement, en attendant que Mme Sérémé intervienne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instruction, enfin, les enquêtes ont été faites, le procureur a lancé les investigations au nom de l'intérêt public, c'est ça, non? L'intérêt pour le bien public. Et ils ont transmis le dossier. Oui. Et c'est une ordonnance de non-lieu. Ça veut dire que c'est un juge, avec les arguments et les preuves fournies justement dans le cadre de la procédure contre Kanazoué, au regard des pièces qui s'est assis, qui a dit, bon, pour tel élément, tel élément, tel élément, demande la relaxe. Mais si vous regardez bien dans le dossier, c'est le seul qui est relaxé. Mais il y a d'autres qui sont dans le dossier qui n'ont pas relaxé. Il faut faire très attention aussi. Ça veut dire qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été mis à disposition du juge, qui a apprécié. Maintenant, s'il y a des éléments nouveaux, après ça, parce que ce qui peut se passer actuellement, c'est ça. C'est qu'au vu du non-lieu, des gens commencent à parler et qu'il y ait des éléments nouveaux à la disposition du procureur pour étayer justement les arguments qu'elle avait, qu'elle n'a pas pu transmettre toujours. Oui, bon, je suis d'accord avec ce que Tao dit, mais je dis que, n'empêche, il faut que Dame Sérémé nous parle. Oui, parce que, quand même, on n'est pas parti sur du vide. C'est un expert comptable, qui est quelqu'un d'assermenté, je crois, non? L'expert comptable, il est assermenté, qui a produit un rapport, qui a épinglé le monsieur sur un certain nombre de choses bien concrètes. On ne peut pas venir dire que ce monsieur, il ment quand même. Ce qu'il a dit là, c'est des choses assez concrètes. Non, on a relayé ça, plein de gens ont relayé ça. Qui revient nous dire non, ce monsieur-là, voilà ce qu'il a dit là, en réalité c'était faux, et voilà pourquoi c'était faux. Et là, on va comprendre. Mais venir nous dire comme ça que oui, c'est un non-lieu comme ça, gros, on n'a qu'à prendre en gros comme ça, et puis on n'a qu'à s'asseoir. Moi, je dis non, il y a un problème. Voilà. En plus de ça, le monsieur là, le gendarme en question, où il est aujourd'hui? Avec tous ces trucs-là. Il n'y a pas eu de procédure. Justement, il dit qu'il a corrompu à coups de milliards. Cette affaire, ça reste comme ça aussi. Et quand on essaie de se lancer sur ce monsieur, il semble que juste après l'affaire, il se retrouve maintenant en province quelque part là-bas. On ne sait pas pourquoi trop cette affectation subite dans le même contexte. Il faut que les gens viennent nous parler vraiment, parce que cette affaire-là, je ne sais pas qu'elle est assez sérieuse pour qu'on la tête comme ça. Voilà. D'accord, oui. Réaction très rapidement. Oui, c'est pourquoi je dis, quand on dit que la loi est égale pour tous, ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'ici, il n'aurait pas été le gars qu'il est aujourd'hui financièrement. Il allait rester, en tout cas, on n'allait pas connaître cette issue qu'on a connue. Et c'est ça qui est dangereux, effectivement, comme Hyacinthe l'a dit, de considérer qu'il y a une justice des riches et puis une justice pour les autres. Donc, quand on en arrive à là, ça pose un problème. Mais est-ce que, comme ce que Tao dit, par exemple, peut-être que les investigations après ont permis donc, de comprendre que le dossier qui a été mal monté, oui, ça le bénéficie à oui, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu une communication pour révéler l'affaire. Donc, il faut aussi suivre ce circuit-là pour nous permettre. Aujourd'hui, on a dit un non-lieu. Mais moi, je dis, quand je prends un non-lieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que toutes les accusations qui étaient portées contre cette personne-là sont fausses? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi certains sont toujours en prison et que c'est lui seul qui a été blanchi? Donc, c'est des questions quand même que nous, citoyens, nous nous posons. Et il faut quand même des réponses à ces questions. Pourquoi les autres sont restés en prison et pourquoi c'est l'intéressé, le PDG, le patron, lui seul qui a été blanchi dans cette affaire? Donc, c'est pourquoi nous disons, même ceux-là qui ont été, qui ont instruit l'affaire, que ce soit les gendarmes en question, aujourd'hui, moi, j'estime qu'il est jeté à la pâture. Parce que demain, ce que nous produisons aujourd'hui,
Et ce que ça va engendrer, c'est que de plus en plus, les gens vont voir les cas de corruption, les cas de détournement de fonds, mais ne vont pas parler parce que ça ne va pas loin. Et c'est ça qui est dangereux pour notre pays. On ne peut pas dire qu'on lutte contre la corruption. On ne peut pas dire, inciter les gens à dénoncer les faits de corruption. On ne peut pas voter des lois pour lutter contre la corruption et arriver à des situations où les gens n'ont pas le courage et l'entrain de dénoncer ce qui n'est pas normal. Donc c'est ça que je dis. Il faut qu'on arrive à instruire de façon sérieuse des cas de situation de ce genre. On a bien compris votre position. On espère bien que, comme Bama l'a demandé, le procureur du Faso donc, fera une communication pour permettre en tout cas à l'opinion nationale de comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors on va parler d'un tout autre sujet avec le recrutement notamment à la Caisse nationale de sécurité sociale. On a vu que le directeur général Lassane Savadoro, dans un communiqué en date du 25 juillet, suspend à titre conservatoire l'emploi et la formation des candidats admis au test de recrutement des 20 juin et 3 juillet 2018. Alors je rappelle que le recrutement de 85 agents pour le compte de la Caisse nationale de sécurité sociale avait fait l'objet de vives critiques de la part du comité CGTB de cette structure. Les syndicats avaient dénoncé donc dans une conférence de presse le fait que le tiers des admis avait un lien de parenté avec les travailleurs de la Caisse et surtout l'admission de l'épouse, de la nièce et du neveu du directeur des ressources humaines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la décision donc, du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le dit test? Bama. Je crois que c'est déjà quelque chose de bien puisque il y avait un problème, comme tu le soulignes, un recrutement qui avait suscité un certain nombre de problèmes. Qui prend cette décision, ce n'est que justice pour qu'on puisse élucider la situation. Mais moi, je me demande si ça suffit. Est-ce que ça suffit parce que ces gens-là, je me demande s'ils ne sont pas traités sur un autre pied. Parce que ce n'est pas le seul cas qu'on connaît dans ce pays en la matière. Nous, reporters, c'est plus combien de fois, nous on a écrit sur des situations pareilles qui se sont passées de surcroît dans des ministères ou des ministres sous le fameux prétexte de recrutement sur mesure nouvelle, recruter exactement des cousins et des cousines dans les mêmes conditions et il n'y a rien eu. Pourquoi c'est aujourd'hui ces gens-là qu'on indexe, qu'on veut sanctionner forcément, alors que c'est une pratique, c'est un sport favori dans ce pays? C'est ça, moi, mon problème. Si on doit commencer à gérer cette question de façon rigoureuse, que ce soit pour tout le monde. L'année dernière, par exemple, nous, au ministère du Commerce, nous avons fait un article, nous avons montré un recrutement similaire où le ministre se retrouve avec près de 5 à 6 cousins dans le recrutement, comme quoi c'était une mesure nouvelle, et sans qu'on respecte même les règles élémentaires des recrutements sur mesure nouvelle. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne dit rien. Maintenant, les pauvres de la CNSS, comme c'est eux, bon, il faut les sanctionner. Là, moi, je trouve ça. Est-ce que ce n'est pas un bon début pour commencer? Oui. Oui, on peut dire cela parce que c'est déjà cette interpellation-là pour tout un chacun. Je pense qu'on a très souvent entendu, j'ai tel cousin, tel neveu qui est à la maison, qui a fait tel ou tel diplôme, qui attend donc le boulot. Donc, pour peu qu'on connaisse un directeur général ou quelqu'un qui a certaines responsabilités, en tout cas, on l'approche pour un peu donc faire passer son dossier. Donc, je pense que c'est une interpellation déjà à cultiver l'excellence. Vraiment, il faut d'abord que ce soit l'excellence qui soit cultivée plutôt que certains liens de parenté qui soient mis en avant. Et en cela, je pense que la mesure, elle est conservatoire. Il faut bien qu'elle soit appliquée à titre conservatoire parce que dans les 85 agents, vous l'avez dit, c'est le tiers sur lequel, en tout cas, on a des suspicions puisqu'ils ont un lien de parenté avec les agents. Il y a des gens qui sont allés à l'ANPE, ils étaient près de 4000 à postuler. Ensuite, 850 candidatures retenues qui sont allés avec leurs compétences et qui ont été retenues. Il ne faut pas que cet état de fait-là, ce dossier-là, vienne impacter sur eux, les carrières qui étaient en tout cas... Justement, il y a certains qui pensent qu'il fallait tout simplement, j'allais dire, annuler
les résultats et puis faire C'est pour ça que je dis, parce qu'il y a des gens qui sont véritablement méritants, qui ont tout à fait le droit d'être à la caisse aujourd'hui. Maintenant, dans les liens de parenté également, on ne peut pas régner aussi à quelqu'un de pouvoir d'être le cousin de quelqu'un et de pouvoir réussir un test. Donc, il faut vraiment que l'enquête soit diligentée et en même temps que l'enquête va diligentée, les conclusions de l'enquête doivent servir également aux différentes actions. Je pense que le DRH n'a été que relevé de ses fonctions. Aujourd'hui, si l'enquête finit, il faut nécessairement que cette personne-là, si elle a été, en tout cas, impliquée véritablement dans l'affaire, dans le recrutement de son épouse et autres, soit purement simplement licenciée ou même, en tout cas, déportée de cette direction de ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert pas d'enlever quelqu'un du poste et de le garder, tout en sachant qu'il est à même de faire un certain nombre de pratiques. Donc, je pense que c'est autant de leçons qu'il faut tirer. Cette mesure, c'est à titre conservatoire. Il faut nécessairement que l'enquête soit diligentée pour permettre de prendre les décisions. De faire la lumière sur l'affaire. Oui, Tao. Moi, je pense que c'est une bonne chose que le syndicat en interne ait vu qu'il y avait quelque chose d'anormal et ait saisi publiquement l'opinion pour signaler quelque chose qui n'était pas normal. Et ça, pour une fois, moi, je tire mon chapeau au syndicat, parce que le rôle des syndicats aussi, c'est ça. Ils sont à l'intérieur des entreprises, ils contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise, tout en défendant les intérêts aussi des travailleurs. Et là, je pense qu'ils ont fait utile pour la communauté. Maintenant, la mesure conservatoire, comme Yacine l'a dit, effectivement, il faut qu'on fasse très attention. La mesure radicale aurait consisté à annuler le concours. Mais si vous annulez le concours, vous allez vous retrouver avec des candidats qui vont poursuivre la CNSS parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Est-ce que vous voyez? Donc, effectivement, il faut que l'enquête établisse qui a fait quoi. Par exemple, tous ceux qui sont suspectés de liens de parenté, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on tire au clair. Est-ce que c'est parce qu'il est le parent qu'il a été admis? Comment il a été admis? Est-ce qu'il y a eu des tractations, des promesses, parce que souvent on ne sait pas. Donc il faut que ce soit très clair à ce niveau pour qu'on sache exactement qui sont les plus méritants, quels sont ceux qui ont mouillé leur babichette dans une sorte de corruption, même c'est parental, pour pouvoir accéder à ce poste. À ce poste, oui. Dernière réaction, oui. Oui, moi, je pense que pour moi personnellement, l'après-insurrection a été pour moi un moment révélateur et de déception aussi. Les gens, en réalité, ne veulent pas de changement. Et quand vous voyez ces pratiques, c'est dommage que, effectivement, on peut comprendre qu'hier, on a connu ça. Mais qu'aujourd'hui, on continue à connaître ce genre de situation après un moment de rupture marqué par le peuple qui voulait vraiment du changement. Et je pense que c'est ces situations qui nous ont conduits au 30 et 31 octobre 2014. Les gens ont risqué leur vie. Mais pour se retrouver à pire qu'hier. Et moi, sincèrement, ça me désole. Parce que quand je réfléchis, quand j'essaie de faire un bilan par rapport au risque que le peuple a pris et les résultats aujourd'hui obtenus, c'est décourageant. Et je ne suis pas sûr, comme j'aime à le dire maintenant, de ressortir demain s'il y a ce genre de situation. Je ne vais plus prendre ce genre de risque. Parce que nous avons pris ces risques pour que les choses changent. Mais aujourd'hui, les gens continuent à recruter leurs copines, pendant que des méritants, parce qu'ils n'ont pas d'oncle, parce qu'ils n'ont pas de parents, sont en train de croupir dans le chômage. Donc il faut que, quand même, quand on arrive à déceler ce genre de situation, qu'on puisse instruire de façon à sanctionner les gens pour que les choses changent. Sinon, ça va continuer. Et nous-mêmes, population, nous contribuons à cela. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on nomme Yacinthe aujourd'hui, que moi, je l'appelle pour dire, ah, ouais, ton cousin, tu sais, depuis la fini, il n'a pas encore de travail. Ta cousine, ainsi de suite. Donc, même nous appelons pour dire, bon, il y a telle chose au village, il faut que tu donnes de l'argent, ou bien comment tu peux être à ce poste et puis ne pas pouvoir arranger ton parent. Non, on n'est pas dans nos règles sociétales. Il y a des règles quand il s'agit de l'administration publique. Celui qui veut, personne n'interdit à quelqu'un de recruter ses proches si c'est son entreprise. Quand on veut recruter ses proches, on crée son entreprise et puis on recrute ses parents. C'est tout. Personne ne va venir faire une enquête pour dire que vous avez recruté vos parents. Mais quand il s'agit de l'administration publique, il faut que nous arrivions à avoir cette gestion saine-là. Et c'est aujourd'hui qu'on lutté. Des gens qui ont milité pour que les choses changent, quand vous regardez au fond, ils sont pires que ceux qu'ils ont chassés hier. Et c'est dommage. Oui, je voulais juste mettre un petit bémol sur un aspect de ce que Gabriel vient de dire tantôt, à savoir que les populations y contribuent. Moi, généralement, je n'aime pas accepter ce genre de thèse-là. Parce que dans un État organisé, chacun a un rôle à jouer.
C'est pas pour rien qu'il y a des prisons a priori. Hein. Avant même qu'on commence, il y a des prisons qui sont prévues, la police est prévue. Chacun a un rôle à jouer. On sait qu'à priori, il y a des gens qui vont s'adonner à ce genre de choses. Et il y a un traitement qui est prévu pour ça. Et il y a des gens qui sont prévus aussi pour s'occuper de ce genre de cas. On ne doit pas être là. Les gens qui sont chargés de s'occuper de ce genre de cas sont dedans. Et puis, vouloir que les autres ne le fassent pas. C'est ça tout le problème. Et quand on dit ça, finalement, on ne sait plus qui est responsable de la situation. On jette ça comme ça, tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Oh, il y a bel et bien des responsables au premier chef. C'est eux là qui doivent être vraiment interpellés à chaque fois. Et ceux-là, c'est les gouvernants. Quand les gouvernants eux-mêmes sont dans la chose, moi je peux m'en prendre aux pauvres populations qui sont là, qui ne savent plus quoi faire, qui sont obligées aussi de passer par là. Si le gouvernant prend la bonne direction, il n'y a pas de raison que les autres aussi ne soient pas dans la même direction. Comme on le dit chaque fois, les poussins marchent toujours dans les pas de la poule. Si la poule a pris un chemin, les poussins vont la suivre. Et si les dirigeants ne changent pas, moi je n'en veux pas aux populations d'être aussi dans ça. C'est ça la réalité. Oui, réaction Tao. Voilà, je voulais juste revenir sur les mesures nouvelles. Bon, moi, je serais très déçu si les pratiques de l'ancien régime se poursuivent actuellement. L'exemple qu'il a donné, je ne sais pas si c'est récent ou bien si c'est il y a très longtemps, mais les mesures nouvelles, au début, c'était vu comme une souplesse qu'on accorde, par exemple, au gouvernement, au ministère, pour boucher, entre guillemets, les trous dans l'urgence. Parce que souvent, l'administration... Voilà. Ça prend du temps. Voilà. Mais on a vu qu'on a transformé ça en boîte, comment on appelle ça, en agence de recrutement, effectivement, pour amis, pour parents. Parce que l'administration, en son temps, était très politisée. Il fallait avoir des acquaintances avec X ou X qui te prendraient à un tel poste. Donc, c'était les amis qu'on plaçait. Mais aujourd'hui, dans le contexte, pour rester dans la même logique que Gabriel, normalement, même si cette souplesse-là continue, elle doit être très encadrée. Elle doit être très encadrée pour permettre effectivement que les plus méritants soient à leur place. Parce qu'on a vu, il y a quelques années, il y a des gens qui sont dans le département, tu lui demandes quelle est son affectation, il ne sait pas. Tu ne sais pas pourquoi il sait. Il a été recruté, il est agent de tel département, mais il n'a pas d'attribution précise. Donc il faut qu'il y ait une rupture vis-à-vis de ça. Au moins que ceux qu'on recrute soient les plus méritants et les plus compétents pour le service public. D'accord, on peut peut-être, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais il y a également actuellement même des suspicions sur le recrutement de 1500 agents pour le compte du ministère de l'Éducation. Je pense, j'ai vu même ce matin un poste du ministre, voilà, qui donc dit qu'ils vont prendre toutes les mesures pour que les personnes concernées, en tout cas, soient traitées comme telles. Alors, on l'espère bien. Alors, on va changer de sujet. On va parler donc de ce 24 juillet passé avec la commémoration donc des 4 années donc du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie. À l'occasion de cette commémoration, une stèle a été donc inaugurée en mémoire des victimes, les victimes qui étaient 116 de 17 nationalités différentes. Alors, comment appréciez-vous la réalisation de ce monument? Très rapidement, Tao. Bon, moi, je vais être un peu provocateur, je vais dire une stèle et après. Parce que moi, j'ai l'impression que les parents des victimes sont encore dans l'attente et de la vérité et de la justice dans ce dossier. Et je ne comprends pas aussi quel est le rôle que le gouvernement joue dans ça. Dans ce genre de sinistre, je crois qu'il y a une procédure qu'on doit suivre, peut-être qu'elle le traîne, mais il faut qu'on ait des informations précises sur la suite et la conclusion de ce dossier. Parce que j'ai l'impression que, bon, c'est vrai, la stèle, c'est bien en mémoire d'eux, mais vous savez qu'il y a des douleurs aussi. Et la loi a prévu aussi qu'on peut dédommager les parents des victimes, etc., les ayants droit. Je pense que ça, si c'est fait rapidement, ça peut peut-être aussi aider à soulager les familles. Non, effectivement, on a vu dans les discours, Hyacinthe, que les familles des victimes burkinabées, en tout cas, ont demandé, en tout cas, ont fait savoir que les indemnisations en ce qui concerne les burkinabés, en tout cas, n'étaient pas effectives. Oui, je pense que c'est en cela qu'il faut permettre aux familles, comme l'a dit Tao, de faire totalement leur deuil.
Déjà, la stèle, en soi, elle est bien. C'est un hommage, un souvenir tangible de ce crash-là qui a eu il y a 4 ans. Mais cela dit, en passant, en venant sur ce plateau, moi, j'ai fait un tour pour juste regarder la stèle. Et j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'apatame, en tout cas, droit, a été arraché par les intempéries. Donc, j'espère bien que dans la construction de cette stèle-là, on a pris toutes les mesures qu'il faut pour qu'elle puisse tenir dans l'histoire, pour permettre à des générations à venir de se rappeler de ce crash-là malheureux qui a fait 100 victimes. Donc, en cela, la stèle, en tout cas, sert à cela. Maintenant, même dans la construction de la stèle, il reste un aspect qui n'a pas été évoqué, qui n'a pas été totalement accompli, notamment les familles de victimes en ont parlé. Il s'agit des restes post-mortem qui n'ont pas été identifiés. L'idée de départ était qu'on puisse les enterrer au niveau de la stèle. Il y a eu le débat, on sait qu'on est en Afrique, il y a un certain nombre de considérations par rapport à la gestion des cadavres ou des restes, en tout cas post-mortem, notamment dans des accidents. Et je pense qu'il y a eu le débat qui n'a pas été clos sur le sujet. Finalement, ces restes n'ont pas été enterrés au niveau de la stèle. Donc, il reste à gérer aussi cela pour permettre aux familles de véritablement faire le deuil. Parce que encore des restes qui ne sont pas enterrés quelque part, je pense que ça ne fait que réveiller toute la plaie qu'il y a au niveau de ce drame-là. Et j'espère aussi qu'en même temps qu'on a pensé à bien faire cette stèle, à bien construire en tout cas cette stèle, et on a pensé aussi à l'aménagement. Aujourd'hui, on parle de Mouta-Mouta, en tout cas certains journaux en parlent déjà de Mouta-Mouta autour du marché d'attribution sur la voie d'accès à l'ouvrage. Je pense qu'il faut une voie bitumée en bonne et due forme pour permettre déjà à l'ouvrage d'avoir tout son emploi au cœur de la cité en deux, mais également tenir compte de tout ce qu'il y a comme mesures à prendre au niveau des marchés publics pour que ce soit un marché assez sain et donc permettre à l'ouvrage de ne pas avoir autour toute une polémique, tout du bruit qui va dénaturer le caractère en tout cas de souvenir et d'espace de mémoire, de recueillement qu'il doit avoir. D'accord, oui, Boma. Encore une fois, cela est révélateur de ce que, généralement, quand les problèmes sérieux se posent, on refuse de voir les aspects les plus importants et on privilégie le folklore qui est autour, on privilégie le moins important. Moi, comment on pourrait imaginer que jusqu'à aujourd'hui, des parents des victimes attendent toujours leur indemnisation? Moi, j'étais surpris d'entendre ça. Et des gouvernants sont là, ce n'est pas leur problème. On n'en parle pas. Oui, parce que là, il y a des problèmes sur les raisons du crash, sur la responsabilité de l'entreprise. L'arriérie, si ce n'est pas de la mauvaise foi, après un tel cauchemar que les gens ont vécu, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça leur coûte? Surtout que c'est prévu de désintéresser ces gens-là, ne serait qu'à ce niveau. Tu peux comprendre que les problèmes que tu as soulevé tantôt, notamment la justice, tout ça peut traîner. Mais ça, vraiment, c'est un minimum. Et ça, ce n'est pas la première fois. On a vu ça même chez nous en interne ici. On peut même transiger avant. Même franchement, quoi. Même chez nous en interne ici, des questions comme l'insurrection, les victimes de l'insurrection, du coup d'État, ils sont là, ils ont des problèmes pressants, des problèmes vitaux. Quand on laisse comme ça, on est plutôt sur je sais pas. Ça me dépasse. Oui, en 30 secondes, il y a là, du volet pénal et de l'indemnisation, il y a aussi ce traitement-là de passage. Il faut parler aussi de la pratique aujourd'hui pour ceux qui continuent de prendre ces compagnies. On a reçu tellement de plaintes, ne serait-ce de Air Algérie, mais également de Royal Air Maroc, de traitement des passagers au niveau donc d'Alger ou du Maroc. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut changer aussi dans la pratique aérienne aujourd'hui de ces compagnies-là au Burkina, en partant de cet événement pour que ça n'arrive plus, en tout cas, désormais. Oui, justement, on a vu la polémique aussi, en tout cas, ou les discussions qui ont été menées ou bien qui ont eu lieu entre les familles des victimes et El Algérie, qui ne voulaient pas que le nom de la compagnie, en tout cas, figure sur cette stèle. Oui. Oui, moi je pense qu'il faut souvent obliger les gens à faire des choses. On ne peut pas connaître ce drame-là et puis épiloguer là-dessus, laisser des gens faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une autre compagnie que les gens ont pris et puis ils ont fait ces crashs. Ce n'est pas une autre compagnie qui n'a pas été responsable. Parce que les enquêtes ont révélé que ceux-là, l'équipage, il y en a qui avaient fait un certain temps sans piloter, sans être à chose. Donc il y a quand même
la responsabilité. Sinon, c'est la responsabilité de la compagnie. Et c'est normal que, par exemple, on dise que c'est Air Algérie qui a occasionné ces 116 victimes. Donc, il n'y a pas de... Et c'est ça qui est difficile à concevoir, que des gens puissent toujours être là, tournés autour de cette douleur que nous avons ressentie en 2014. C'est un événement douloureux. J'ai vu et je connais, je suis proche de certains parents que j'ai vus souffrir, pleurer, et ça me fait toujours de la peine d'évoquer ces sujets. Donc si vraiment ceux-là qui doivent adresser cette situation ont du cœur, franchement, nous devons participer à apaiser la douleur des gens. Les gens ont souffert, des familles totalement décimées. Ce n'est pas un sujet qui devrait faire des polémiques. On devrait vraiment participer à indemniser rapidement ces gens, faire la justice de sorte à ce que quand même les gens puissent avoir un cœur apaisé. Mais on en est toujours là, que des gens n'aient même pas reçu quelque chose par rapport à cette situation. Donc franchement, il faut que souvent nos gouvernements soient ferme dans la situation, dans le traitement de certaines affaires. Même et comme il a dit, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Non, mais vous savez, vous n'allez pas faire ça à certains ressortissants. Il y a des choses qu'on fait ici, on dit, bon, c'est la France fait ça, mais la France accorde du prix à ses ressortissants. Souvent, qu'est-ce que nos gouvernements font? Il y a un drame, vous n'allez même pas les voir sur le terrain. Vous n'allez même pas voir un discours sérieux par rapport aux plaintes des passagers de ces compagnies. Les gens se plaignent d'être traités de singes, d'être traités de choses. Mais qui dit quoi à ces gouvernements aussi? C'est des compagnies, vous parlez, si nous disons aujourd'hui à une compagnie de ne pas atterrir ici, les gens peuvent prendre autre compagnie, mais eux, ils vont perdre, la compagnie va perdre. Donc, elle va travailler de sorte à respecter les gens qui empruntent ces compagnies. Donc, ce n'est pas que les gouvernements ne sont pas responsables. Au contraire, c'est eux qui sont responsables. Ils ont le devoir de m'assurer quand même une sécurité quand je voyage. C'est pourquoi il y a le code de la route, c'est pourquoi il y a des règles par rapport aux sociétés aériennes qui travaillent dans des... Pourquoi certaines compagnies africaines ne peuvent pas desservir en Europe ou bien aux États-Unis? Pourquoi? Parce qu'ils ont des gouvernements responsables qui sont rigoureux par rapport à ça. Mais ici, vous voyez, c'est comme nos compagnies même ici. Quand vous prenez les compagnies qui vont, par exemple, dans les localités reculées, c'est des vieux cars qu'on met. D'accord. Alors, ça, c'est notre sujet. On n'aura pas le temps d'en parler parce que nous sommes... Ce que je veux dire. Il nous reste pour les compagnies aériennes. Quand il s'agit de l'Afrique, c'est des vieux avions qu'on met. C'est des gens qui ne sont pas respectés qu'on met sur nos lignes là, parce que c'est l'Afrique. D'accord, on a bien compris votre position. Il nous reste deux sujets avec moins de 10 minutes. On va peut-être négocier 3 à 4 minutes avec la régie pour pouvoir parler de l'élection présidentielle actuellement au Mali. Les 8 millions de Maliens, en tout cas, sont invités aux urnes aujourd'hui pour élire un président de la République. Les bureaux de vote sont ouverts. Alors, la grosse inquiétude actuellement, ce sont les résultats de ce scrutin qui risquent peut-être d'être contestés par certains candidats qui déjà donc ont parlé, sur tous les trois, de cette fraude sur le fichier électoral. Est-ce que vous pensez que ces élections, finalement, Tao, seront apaisées et que les résultats vont être acceptés par tous les candidats? Bon, en la matière, je crois que moi, je suis Saint-Thomas, j'attends de voir, parce que ça peut aller dans tous les sens. C'est un pays qui est en zone d'insécurité, une partie du territoire, je ne sais pas si tout le monde pourra voter. Et la veille du scrutin, on nous sort un problème de liste des fichiers électoraux. Bon, moi, je trouve que c'est quand même gros. Et si c'est vrai, c'est encore plus grave, parce que je ne sais pas dans quelles conditions les Maliens vont voter. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont déjoué. S'ils ont déjoué, quelle sera la réaction de l'autre camp? Moi, je pense qu'on va attendre jusqu'à 18h pour voir un peu quelle est l'évolution des votes et quelles sont les réactions aussi des principaux candidats, parce qu'on ne sait pas quels sont les mots d'autres qui vont être donnés de boycott ou, je ne sais pas, de manifestation. D'accord, oui, Hyacinthe.
Oui, il l'a dit hier, en tout cas, après la rencontre entre les différents candidats et le Premier ministre, je pense qu'ils sont arrivés à un certain nombre d'accords par rapport au fichier de vote et au préalable à prendre pour garantir, en tout cas, pour aller aux élections. Donc, ils sont tous allés aujourd'hui aux élections. Ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, il y a le contexte sécuritaire qui rentre à l'île de compte. Ce matin, déjà, notre correspondant Tomboutou nous signalait des bureaux de vote, des bureaux de vote qui ne pourront pas voter parce que le matériel a été braqué dans la nuit lorsqu'on l'a exercé. Je pense que c'est des exactions qui vont faire le lit de ceux qui veulent contester en tout cas les résultats. Si un certain nombre, déjà que notamment à Mopti et autres localités, on ne va pas voter à cause de la sécurité. Si en plus il y a des exactions qui ne permettent pas à des bureaux de vote qui étaient formellement établis, si jamais c'est le fief de l'un ou l'autre candidat, très vite on aura des contestations. Donc il faut véritablement, comme l'a dit Tao Seloït ainsi, il faut donc attendre l'évolution de la journée pour un peu mieux apprécier à l'issue donc du scrutin. Ok, oui, Bama, votre... Oui, je pense qu'il faut qu'on retienne nos souffles pour attendre la fin parce que effectivement, on a beaucoup de raisons d'être vraiment inquiets par rapport à l'issue de ce vote-là. Moi, au tout début, quand cette affaire de fichier s'est posée, j'avais en tout cas espéré qu'on allait pouvoir avoir un démenti formel, que ce n'était pas vraiment le cas. Mais quand je regarde la suite des événements tels que ça a été traité, je reste vraiment préoccupé par cette affaire et ça me désole, d'autant plus que le président le président sortant qui est candidat, oui, et il aurait dû tout faire pour éviter cela. Il n'avait pas besoin d'avoir cette tâche-là sur ce scrutin. Et justement, est-ce que c'est pas peut-être sa position, peut-être avec tout ce qu'il y a comme candidat en face et certains poids lourds qui étaient proches de lui-même qui ont milité? Oui, non, c'est ça. On a même abordé ça la semaine dernière sur ce même plateau. On n'a pas eu le temps d'aller en profondeur. Mais le monsieur, visiblement, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr d'être réélu. Et quand on est dans cette situation, moi, je pense qu'on sortirait mieux, par une meilleure porte, de laisser les choses aller. Et même si on perd, reconnaître sa défaite et puis rentrer dignement chez soi, que de vouloir passer par ces procédés-là pour pouvoir se maintenir. Oui, Kambou. Oui, de façon honorable, ça s'est passé au Ghana. Les gars, enfin, au Nigeria aussi avec Goodluck. Bon, il faut qu'on arrive à ça. Ce n'est pas parce qu'on organise une élection qu'on doit forcément la gagner, même si on est au pouvoir. Donc on ne peut qu'appeler, en tout cas, à une sorte d'esprit sain des Maliens pour que, quand même, on ne précipite pas encore davantage ce pays dans les précipices. Dans le précipice, un pays, en tout cas, où la situation sécuritaire est assez difficile dans ce contexte d'élection. Alors, on a quelques minutes avec l'accompagnement de la régie qui peut-être va nous donner 5 minutes de plus pour parler de la France avec cette affaire Benalla qui secoue le monde politique français depuis le début de la semaine. Alors, ce proche du président Macron, filmé en train de molester des manifestants lors des manifestations du 1er mai. Alors, qu'est-ce que finalement vous pensez de toute la polémique, en tout cas, qui a été créée par cette affaire, Hyacinthe? Alors, moi, je suis très content de suivre un peu l'évolution de ce genre d'actualité, notamment en France, parce que, comme on le dit, en tout cas, c'est un exemple, en tout cas, de pays démocratique. Je pense que c'est déjà là un aspect donc, de ce que peut être un État démocratique. On a vu ici, sous le RSP, même des élections de l'armée, même de la police des sorties, les fameuses descentes, et puis après, rien. L'opinion, c'est mais puis après, rien. Aujourd'hui, on a un garde-corps du président qui a molesté des manifestants. Au début, le chef d'État a fait comme s'il n'y avait rien, donc laisser le garde-corps se défendre avec ses avocats. L'opinion a tellement fait monter l'affaire qu'aujourd'hui il est coincé, il est obligé de réagir. Et même aujourd'hui, on est proche, en tout cas, si ce n'est déjà fait, du licenciement du garde-corps. Je pense qu'il y a cet état de fait qui fera entrer dans l'île de compte dans un état démocratique. Personne du haut de sa chair ou de son positionnement ne doit pouvoir en tout cas enfreindre la loi. Et je pense que c'est un bon exemple. J'espère que ça pourra faire tâche d'huile jusqu'aux États qui copient. Alors, Macron, lui, il parle de tempête dans un verre d'eau. Est-ce que l'affaire n'a pas été aussi trop politisée, Tao? Bon, moi, oui, l'air Macron, c'est un avion qui est en phase ascendante qui part. Il n'y a pas d'anicroche. Depuis qu'il est là, il maîtrise sa communication et il avance.
Et là, subitement, sur un petit détail, on sent qu'on peut l'avoir. On peut lui créer des problèmes. Et mais ses adversaires n'ont pas manqué l'occasion. C'est vrai qu'il y avait une erreur au départ. L'agent de sécurité est allé au-delà de ce qu'il devait faire. Donc, il y a eu une plainte et ça a été instruit. Et aujourd'hui, il en paie les conséquences. Mais là où j'apprécie son positionnement, c'est que les institutions démocratiques ont fonctionné. Et je crois que la semaine dernière encore, lui-même il a été auditionné, son directeur de cabinet, mais c'est le secrétaire général de l'Élysée a été auditionné. Ils sont en train de s'expliquer là-dessus comment ils ont géré, pas sur l'objet, mais comment ils ont géré à partir du moment où ils étaient au courant d'avoir réagi tardivement. Voilà. Depuis parce que la responsabilité du président est engagée et le président a assumé sa responsabilité. Justement. Même s'il y a des intérêts politiques par ailleurs derrière qui veulent lui créer des problèmes, mais au moins, je pense que là, il assume. Et c'était une occasion qui était trop belle pour ses adversaires aussi pour ne pas le rater. Oui. Comme Hyacinthe l'a dit, je pense que c'est une belle occasion pour nos pays ici et pour nous-mêmes par rapport à ce genre de situation. Et je l'avais dit tout à l'heure, le crédit que nous accordons à nos citoyens, l'importance que nous accordons à nos citoyens. Ça aurait été ici au Burkina, cette affaire n'allait même pas émouvoir quelqu'un. Nous avons eu une situation ici où un journaliste a été propulsé par terre, blessé. Mais vous avez eu des citoyens qui ont loué l'acte du gendarme qui a propulsé le journaliste par terre. Donc c'est dire notre mentalité. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont investis d'un pouvoir, tout est permis. Je fais tout ce que je veux. Il faut respecter les citoyens. Ici, sur la politique en France, est-ce que vous pensez que c'est une guerre politique pour déstabiliser il y a tout dedans, et c'est ça qui fait un pays. Macron? Tout ça, c'est normal. Que ce soit la position de l'opposition, ainsi de suite, comme Tao l'a dit, ils ont senti que voilà une situation où on peut l'avoir. Et c'est normal. Politiquement, ils sont dans leur jeu, dans leur rôle. Et aussi, que ce soit les médias, que ce soit les citoyens, ils sont dans leur rôle de dire on ne veut pas voir ça dans notre pays. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me fait plaisir. Parce qu'il faut qu'on arrive à dépasser ce genre de choses. Il faut qu'on mette fin à ce genre de traitement. Le garde du corps du président, le président n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas un super saint qui ne peut pas être touché, ou bien il ne faut même pas... Vous voyez ici, quand on allait en reportage, quand le président doit parler, on vous met peut-être à 10-15 mètres du président, de la chaire. Ça, c'est autre chose. Malgré ça, on aura l'occasion de faire c'est l'occasion ici. Sur ça. Donc, il faut que ce soit les gardes de corps, que ce soit nos gouvernants, qu'ils sachent qu'ils sont là pour le peuple et il faut respecter les gens. D'accord. Sincèrement, merci en tout cas pour votre point de vue sur la question. On est très pris par le temps. Il nous reste au moins d'1 minute, Bama, pour clôturer l'émission. Non, moi, là, je note deux choses. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses qui se font et en Afrique et en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas propre à l'Afrique, ce genre de barbarie. Voilà ce que moi je note. C'est-à-dire que ce soit en Europe, il y a des gens qui peuvent se croire tout permis, qui peuvent faire à leur tête, comme c'est le cas en Afrique, tous les jours on le voit ici, ce n'est pas propre à l'Afrique seulement. Maintenant, au niveau du traitement, qu'on voit la différence au niveau des deux. Voilà là où on fait la différence entre les bonnes démocraties et les démocraties bananières, comme on dit. Ici, on aurait dit non, parce que c'est la sécurité du président, tout est permis. On l'a vu comme Gabriel l'a dit, tout simplement parce qu'il y a eu le président dans les parages, tout ce que les gens font comme exaction au nom de la sécurité du président, on ne doit pas pouvoir se mouvoir dessus, on doit accepter ça, c'est normal. En France, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est là qu'on voit que la démocratie est assez intéressante. D'accord. Merci en tout cas pour vos différentes analyses. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette émission qui s'achève. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Abdoulaye Tao du journal L'économiste du Faso. Alors, Hyacinthe Sanou de Omega FM, Bama Ladji du journal Le Reporter et Gabriel Koundioro Kambou de Afrique Femme TV. Merci d'avoir suivi cette émission. L'information revient tout à l'heure à 13 h avec une présentation de Marguerite Douaniou.